Aujourd'hui, au Moyen-Orient, un équivalent local de l'OTAN a vu le jour. Ce 7 août, à la Mecque, il s'est passé quelque chose qui change complètement l'équilibre des forces au Moyen-Orient, et l'Iran n'en est clairement pas ravi. L'Arabie Saoudite, la Turquie et le Pakistan ont signé un accord de défense collective. Selon un modèle directement analogue à l'article 5 de l'OTAN, c'est-à-dire qu'une attaque contre l'un des trois pays sera considérée comme une attaque contre tous les membres de l'accord. Cela signifie que toute nouvelle attaque des Houthis yéménites contre l'Arabie Saoudite, qui sont soutenus et financés par l'Iran, la Turquie et le Pakistan seront obligés d'entrer en guerre. Mais à Téhéran, on a déjà déclaré que l'accord avec la Turquie et le Pakistan n'assurerait pas la sécurité. La sécurité de l'Arabie Saoudite, selon eux, n'est qu'un document formel qui ne protégera en rien Riyad. Et le même jour, Donald Trump a déclaré aux journalistes que, selon lui, une guerre avec l'Iran se terminera bientôt. Et son ministre des Finances, Scott Bessent, a de nouveau annoncé que l'accord avec l'Iran serait prêt dans les prochains jours. Bref, examinons dans cet épisode les deux événements et la façon dont ils sont liés. Je m'appelle Alexei Peterbourg, essayons de comprendre ces sujets ensemble. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Nous approchons du cap des 300 000 abonnés, donc je vous serai reconnaissant pour chaque abonnement. Alors commençons par l'accord historique au Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite, le Pakistan et la Turquie ont conclu un pacte de défense qui a déjà été surnommé l'OTAN du Moyen-Orient. Les parties ont négocié pendant environ 1 an. C'est donc pas une réaction spontanée à la crise actuelle, mais un document préparé de longue date, simplement signé maintenant. Mais il est également important de noter que les trois parties ont entamé les négociations après la guerre de 12 jours en juin 2025. Quand les États-Unis et Israël ont bombardé les sites nucléaires en Iran, selon la déclaration conjointe des trois pays, l'accord vise à renforcer la dissuasion collective contre tout acte d'agression. Et la formulation officielle du document est la suivante, je cite : « L'objectif est de renforcer la défense collective, de dissuader toute agression potentielle et de consolider la sécurité régionale, ainsi que d'assurer le renforcement de tous les aspects de la coopération en matière de défense entre les trois États. » Eh bien, les informations précises sur les engagements pris par chacune des parties ne sont pas fournies. Le mécanisme d'assistance militaire en cas d'attaque n'est pas non plus révélé pour le moment. L'essentiel est que l'accord ait été signé alors. Au moment où les Houthis yéménites, avec le soutien de l'Iran, attaquent des installations pétrolières en Arabie Saoudite et ont déclaré un blocus de la mer Rouge pour l'exportation du pétrole saoudien. Autrement dit, le Pakistan et la Turquie comprenaient parfaitement dans quel contexte cet accord est signé, et il est évident qu'ils sont vraiment d'accord pour aider les Saoudiens. Le représentant turc, en commentant cet accord, a souligné que l'accord est de nature défensive, qu'il n'est pas dirigé contre un État ou une partie en particulier, et qu'il est ouvert à l'adhésion d'autres pays de la région. Il n'annule ni ne remplace les accords bilatéraux ou multilatéraux existants. Eh bien, l'Arabie Saoudite a déclaré séparément que le pacte n'est lié à aucune ambition nucléaire et ne représente une menace pour aucun pays de la région. Cette précision en elle-même est révélatrice, puisqu'il a même fallu la faire. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment même, les États-Unis et l'Arabie Saoudite finalisent des accords selon lesquels les États-Unis aideront les Saoudiens à créer leur propre programme nucléaire civil avec la possibilité d'enrichir de l'uranium. Néanmoins, même sans gros bémol, l'ampleur de la nouvelle coalition est impressionnante au vu des chiffres. L'Arabie Saoudite, la Turquie et le Pakistan disposent ensemble d'une armée de 1 200 000 soldats, environ 4 000 chars, et plus de 700 avions de combat. Les dépenses de défense combinées des trois pays s'élèvent à 125 milliards de dollars par an. En termes d'effectifs, l'armée des trois pays est comparable à celle de l'Inde. Ces dépenses militaires rivalisent avec les principales puissances mondiales. Un poids politique particulier est ajouté par le fait que le Pakistan est la seule puissance nucléaire du monde musulman et qu'il promet désormais de protéger l'Arabie Saoudite. Cependant, en même temps, le Pakistan entretient des relations assez étroites avec l'Iran. Au même moment, le représentant de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien, Ebrahim Rezaï,
a déclaré que pour assurer sa sécurité, l'Arabie Saoudite devait changer de politique et non conclure des pactes. Voici sa citation. « Les Saoudiens doivent comprendre qu'un accord formel avec la Turquie et le Pakistan ne leur apportera pas la sécurité. De même, des années de complaisance unilatérale envers les intérêts américains ne leur ont pas apporté la sécurité. Réformez votre politique, afin de ne pas avoir à quémander la sécurité auprès des autres. » Il faut comprendre que ce pacte consolide des liens déjà établis entre les trois pays. C'est pas leur premier rapprochement. L'Arabie Saoudite et le Pakistan ont conclu un traité bilatéral de défense mutuelle dès septembre 2025. C'est-à-dire même avant que l'Iran ne commence à frapper directement le territoire saoudien, Ankara a déjà livré à Islamabad 4 corvettes de type Hada, a modernisé les sous-marins pakistanais et les avions de chasse pakistanais. De son côté, Riyad a déjà acheté des drones d'attaque turcs Bayraktar Akinci. Dans ce partenariat, la Turquie et le Pakistan peuvent fournir des technologies de défense avancées et des capacités de production, tandis que l'Arabie Saoudite est en mesure d'assurer le financement. Dans l'ensemble, cet accord renforcera l'influence des trois pays sur toute l'architecture sécuritaire régionale. Et remarquez bien, la Russie n'est même plus mentionnée ici. Autrement dit, il faut constater le fait que la Russie, en tant qu'État, a été éjectée de l'architecture sécuritaire du Moyen-Orient depuis longtemps. On l'a tout simplement mise dehors et on lui a dit « c'est fini, il n'y aura pas de Russes sales ici ». Pourquoi cela s'est-il produit précisément maintenant ? Ici, il faut un contexte plus large de la guerre, car l'accord lui-même est une conséquence directe de l'escalade de ces derniers jours. Riyad a été l'un des opposants les plus bruyants à la guerre au Moyen-Orient. Et pendant tout ce temps, il a essayé de dissuader Trump d'une escalade contre l'Iran. Mais les attaques auxquelles l'Arabie Saoudite continue d'être exposée, venant de plusieurs directions à la fois, ont tout de même poussé les responsables saoudiens à une extrême inquiétude. À Riyad, on laisse entendre que le royaume se prépare à une attaque massive et coordonnée de la part de groupes soutenus par l'Iran, en Irak et au Yémen, opérant avec l'appui du corps des gardiens de la révolution islamique. Téhéran a déjà averti les pays du Golfe Persique que la reprise des frappes américaines entraînera des représailles contre les infrastructures énergétiques et les stations de dessalement dans toute la région. L'ampleur des dégâts réels est en fait déjà importante. Je parle des dégâts infligés par les forces supplétives de l'Iran à l'Arabie Saoudite, sans parler du nombre d'infrastructures que l'Iran lui-même a détruites sur le territoire saoudien. Par exemple, les Houthis yéménites bloquent la mer Rouge, mais en parallèle, comme on l'a appris, ils ont tué au moins 58 militaires gouvernementaux au Yémen à la suite de frappes de missiles et de drones. Et c'est l'une des journées les plus sanglantes de la guerre civile au Yémen depuis ces 4 dernières années. Cela montre donc que les Houthis intensifient à nouveau leurs actions militaires. Et les Saoudiens, je rappelle, sont du côté des forces gouvernementales au Yémen. Et c'est précisément dans ce contexte que le véritable sens de l'accord signé à la Mecque prend forme. C'est un avertissement à Téhéran que dans la région, les forces commencent à s'unir pour faire bloc. Eh bien, une autre attaque majeure contre l'Arabie Saoudite pourrait vraiment activer ce pacte. Impliquer le Pakistan et la Turquie dans le conflit et élargir brusquement l'ampleur de toute la guerre. Maintenant, le deuxième événement du jour est la déclaration de Donald Trump sur l'Iran. Le président américain a déclaré, je cite, « Je pense que tout cela se terminera assez vite. Je ne pense pas que l'Iran pourra tenir longtemps. » Eh bien, cela sonne bien sûr déjà assez ridicule, étant donné que nous avons déjà entendu cette rhétorique 1 million de fois en 6 mois de guerre. En répondant à une question sur la disponibilité des munitions, Donald Trump a reconnu le problème directement, je cite, « Nous avons certains types d'armes très puissantes, les stocks de celles-ci sont pratiquement illimités. » Pour d'autres, la situation est un peu plus tendue. Selon lui, les entreprises de défense américaines construisent de nouvelles capacités de production, y compris des usines pour la fabrication des missiles Patriot et Tomahawk. Mais pas plus tard qu'hier, Trump s'est tout de même plaint lors de conversations privées que les informations sur l'épuisement des stocks d'armes du Pentagone font paraître les États-Unis faibles lors des négociations avec l'Iran.
Et c'est précisément pour cette raison qu'il insiste publiquement sur le fait que non, les États-Unis disposent d'énormes quantités de munitions, tout en reconnaissant un manque pour certains types d'armements. Parallèlement, je rappelle que l'Iran et Oman sont proches de finaliser un accord cadre sur la navigation commerciale dans le détroit d'Ormuz, et aujourd'hui, un responsable iranien a déclaré que la décision finale serait prise à un niveau supérieur, et il a averti que l'accord ne conduirait pas automatiquement à l'ouverture du détroit. Parce qu'il y a un certain nombre d'exigences envers les Américains, dont j'ai parlé dans l'une des émissions précédentes. Téhéran continue de nier l'existence de négociations directes avec les États-Unis, affirmant qu'il ne discute qu'avec Oman. Il faut aussi mentionner séparément une initiative antérieure liée à celle-ci. Déjà, à la fin juillet, 14 pays ont soutenu la proposition saoudienne de créer une alliance multinationale de défense maritime pour protéger la navigation internationale. Elle comprenait l'Arabie Saoudite, le Koweït, Bahreïn, le Qatar, le Pakistan, la Turquie, l'Égypte, la Jordanie, le Yémen, le Bangladesh, le Nigeria, le Soudan, Djibouti et la Somalie. Il s'agit d'une coalition plus large pour la sécurité des voies maritimes, en particulier en mer Rouge. L'accord, signé le 7 août à la Mecque, est beaucoup plus restreint et juridiquement contraignant. Il s'agit d'un véritable pacte de défense collective, uniquement entre 3 pays, avec une clause explicite stipulant qu'une attaque contre l'un est considérée comme une attaque contre tous. Néanmoins, les Saoudiens ont clairement pris en main la sécurité de la région. En résumé, l'Arabie Saoudite, apparemment fatiguée d'attendre une protection uniquement des Américains et continuant à subir de réelles pertes à cause des attaques des groupes pro-iraniens, construit sa propre coalition militaire avec 2 autres grands acteurs régionaux, le Pakistan nucléaire et la Turquie, qui possède une armée puissante. Et à Washington, Donald Trump affirme en même temps que la guerre touche à sa fin, tout en reconnaissant une pénurie de munitions qu'il essaie pourtant de minimiser publiquement. En général, il est évident qu'un nouveau centre de puissance, si l'on peut dire ainsi, au Moyen-Orient, c'est précisément l'Arabie Saoudite qui devient ce centre. Je m'arrête ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.